J'aimerais bien vous parler d'un artiste qui s'appelle Michael Sweerts, qui est un Bruxellois, qui a fait une très très belle carrière en Italie. Et ensuite, il est revenu chez lui à Bruxelles et il est parti pour la France pour s'engager comme missionnaire à la fin de sa vie. Donc c'est un artiste extrêmement intéressant qui n'est pas du tout dans cette exubérance rubénienne, mais qui travaille d'une manière très précise. On le saisit très bien à Rome, où il travaille les petits genres, les genres populaires. On appelle ça des bamboccianti, car le plus célèbre membre de ce mouvement s'appelle le bamboche, un artiste handicapé qui donc s'est consacré à la petite peinture romaine en représentant les petits métiers. Et donc Sweerts va suivre cette manière et va faire encore une fois une très très belle carrière. Toutes les grandes familles nobles romaines en fait raffolent de ses œuvres et payent des prix très très chers pour avoir donc des scènes de rue, des scènes de boxe, des bohémiens, des vendeurs de fruits et de légumes dans leurs intérieurs. Donc c'est faux de penser que les Romains n'adorent que la grande peinture d'histoire et mythologique, mais ils adorent aussi la peinture réaliste tirée donc de la scène quotidienne. Il rentre même dans les sphères les plus hautes et il travaille pour le pape Innocent X. Il va de même devenir un professeur qui travaille dans une académie que ce pape a fondée à Rome. Donc c'est vraiment quelqu'un de très réputé. Il va en revanche réfléchir et pour des raisons presque morales, rentrer chez lui à Bruxelles, car il a le sentiment que Bruxelles manque cruellement d'artistes pour former la jeune génération. Alors il va quitter Rome et il va fonder une école de dessin à Bruxelles en 1656, qui va connaître un grand succès et qui va surtout former des artistes qui vont travailler plus tard pour les tapisseries. Et donc il est très conscient, on a quelques textes de lui où il dit que l'école bruxelloise a besoin de bons formateurs car il faut tenir le niveau et il y a un risque que les artistes, que la jeune génération de Flamands ne suit plus et n'arrive plus à avoir cette qualité qui est nécessaire pour faire des belles tapisseries. Cette école va donc marcher pendant quelques années et donc ensuite cette conversion et donc il va tout quitter, il va tout abandonner, il va peindre son autoportrait qui est aujourd'hui à Oberlin aux États-Unis pour la Corporation des peintres de Saint-Luc de Bruxelles. Et il va diffuser cet autoportrait sous forme de gravure à ses amis et ses élèves. Et puis ensuite, il va donner tous ses biens à sa famille. Il n'a pas d'enfant, il va donner ça à une nièce. Et donc il va partir à Paris, il va se former comme missionnaire dans la région parisienne, dans les Yvelines, dans un château spécialement conçu pour les missions. Et il va s'engager en 1662 à Marseille. Et il va partir avec les missionnaires français pour donc diffuser le christianisme en Chine. Par contre, c'est assez tragique, ce personnage, ce Sweerts apparemment très haut en couleur, donc au début tout se passe bien, à Alep il connaît un grand succès, en Syrie en général, mais ensuite il va se disputer avec les Français. Il va entrer en discussion avec le clergé français, il va discuter sur des questions qui touchent au célibat des prêtres, à des questions théologiques, et donc les missionnaires français vont l'expulser parce qu'ils vont le considérer comme un personnage impossible. Et donc en Iran, en Perse, il va quitter la mission française qui continuera sa route pour arriver donc en Chine, et il va s'orienter vers l'Inde, et donc il va disparaître en Inde, à Goa et peut-être encore ailleurs, sur la côte de Coromandel. On trouvera peut-être son nom, c'est pas très clair, mais en tout cas sa trace se perd en Inde.
Et donc voilà la fin d'un des plus grands peintres flamands du XVIIe, donc d'une manière différente de Rubens, comme nous l'avons dit, cette manière précise, mais avec une délicatesse de couleur, avec un sens pour la psychologie des personnes, notamment des enfants, tout à fait unique dans le domaine de la peinture du XVIIe. Et on a fait un rapprochement avec Vermeer, on l'a appelé le Vermeer flamand, parce qu'il œuvrait son amour pour les bleus, pour les rouges, pour les verts, montre une certaine affinité avec les couleurs de Vermeer, qui est donc un peu son contemporain, mais dans un autre pays actif en Hollande, à Delft, mais exactement à la même période. Donc voilà, cette carrière, l'autoportrait de Berlin montre très bien les traits de ce personnage, qui n'est pas tout à fait commode, assez beau, avec un paysage derrière, qui se présente d'ailleurs comme un gentilhomme, car le pape Innocent X l'a anobli, lui a donné le titre de chevalier, ce qui montre d'ailleurs à quel point les Italiens l'aiment et l'admirent. Bien évidemment, c'est un titre qu'il a abandonné en tant que missionnaire, parce que pour des raisons d'humilité, vous ne pouvez pas vous présenter avec des titres mondains dans un monde très tourné vers la mission et la religion. Donc ce chevalier Sweerts, donc extrêmement fier dans l'autoportrait, va donc terminer sa vie comme religieux. Et on aimerait bien savoir plus de choses sur ces dernières années en Inde, mais tout ça reste, hélas, entouré d'une grande obscurité. Voilà, donc voilà cet artiste un peu à part, il œuvrait, les couleurs sont flamandes, la technique pas trop, il n'a pas ce pinceau spontané, ces grands tourbillons de couleurs, comme normalement on les associe à la peinture flamande. Et bien évidemment aussi ces sujets sont plus tirés du monde de la nature, du quotidien, que du monde de la mythologie et de la religion. Ce qui est très étonnant pour un missionnaire, ces tableaux religieux sont infimes. On en connaît peut-être un, deux, pas plus. Ce qui est en effet curieux pour un homme qui s'engage plus tard. La peinture flamande se distingue surtout par sa joie de vivre, par sa grande jovialité. Et en fait, on reconnaît très bien ainsi les tableaux, parce qu'en effet, vous avez deux cas de figure. Vous avez les peintures de genre, qui sont très répandues dans les Pays-Bas, et puis vous avez les peintures mythologiques et religieuses, préparées souvent sur des fonds rouges, avec un pinceau très gestuel, très rapide, très spontané, ce qui est en effet une technique qui est héritée de Rubens, cette rapidité de l'exécution qui fait extrêmement, avec laquelle on reconnaît en effet la main flamande. Les couleurs sont très éclatantes, très brillantes. On aime beaucoup des effets donc colorés. Et d'ailleurs, ça a caractérisé cette école pour nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, a eu un désavantage. En fait, pour beaucoup d'Européens du XXe siècle, la peinture flamande était synonyme d'une certaine superficialité. On disait que c'était un art, en effet, pas très profond, pas très spirituel, parce qu'on se donnait surtout dans les plaisirs terrestres. Bien évidemment, cette vision a été complètement revue, car Rubens est un des peintres les plus savants qui ont vécu sur cette terre, un homme extrêmement connaisseur des vieilles langues, de l'histoire. Donc ça ne colle pas du tout de montrer cette école d'une façon uniquement joie de vivre. Des artistes comme Sweerts prennent un petit peu le contrepoint parce que sa technique est très précise. Il prépare avec des fines couches de glacis, des fonds souvent blancs, pas rouges du tout. Et donc il construit savamment ses tableaux, ce qui donne à ses œuvres une luisance et puis une précision qui est tout à fait étonnante. On a vraiment l'impression que ce sont des petites miniatures souvent. Il n'y a pas du tout ce pinceau rapide qui distingue Rubens.
Ces peintures, en effet, sortent d'une façon assez régulière sur le marché de l'art. C'est très surprenant parce qu'il y a des artistes dont on n'a pas vu les œuvres depuis les années 60. Ce n'est pas le cas avec Sweerts. Encore récemment, il y a des têtes de vieillards qui sont apparues, très bien faits, à Drouot en décembre. Les tableaux, en revanche, coûtent extrêmement cher aujourd'hui. C'est des tableaux qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y a une cote qui est extrêmement haute, qui est donc due probablement à cette magnifique qualité artistique, et notamment avec ses affinités avec Vermeer, avec les couleurs vermeeriennes que Sweerts utilise également.